C'est un soldat totalement différent des autres, qui, loin des médias, loin des journaux, loin de faire la une, contrairement à plusieurs soldats ivoiriens, était vraiment dans l'ombre. Mais à un moment donné, dans sa carrière, dans sa vie, est arrivé devant toutes les caméras et a été porté à la connaissance de tous les Ivoiriens. Il a choqué certains, surpris d'autres, mais il a marqué son temps. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de Laurent Bokar Yapi. Bokar Yapi naît le 3 mars 1968 à Siekwa. Il faut savoir que c'est une localité à seulement 13 km de la grande ville d'Adzopé, donc dans le sud de la Côte d'Ivoire. Il naît donc 8 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que les sources que nous avons pour habitude de toucher, de contacter pour avoir des informations sur les hommes militaires, aujourd'hui ne nous ont pas donné les informations relatives à l'enfance, c'est-à-dire les études, la formation privée et personnelle de M. Bokar Yapi, parce que c'est un homme qui ne parlait pas beaucoup, surtout, et qui ne disait pas vraiment ce qu'il vivait, qui ne parlait pas de lui, parce qu'ils ont rencontré cet homme dans l'armée. Et au niveau de l'armée, on a toutes les informations sur lui et on a beaucoup à dire à ce niveau. Il faut savoir que M. Bokar Yapi entre dans l'armée fin 80. Il va intégrer la force d'intervention rapide paracommando qui a été conçue par le général Robert Guéhi en 1990, la FIRPAC. Il va donc faire partie de cette force paracommando. C'est un paracommando dans les années 90. Mais ce n'est pas à cette période-là qu'il va se révéler parce que là encore, il est un simple soldat. Il est comme tous les soldats que l'on connaît. Mais il avait une particularité à lui et c'était le reproche que ses amis lui faisaient. C'est que M. Bokar Yapi, le jeune Bokar Yapi, consommait un peu trop l'alcool. C'était un peu problématique. Parfois, lorsqu'on commence la journée, l'homme dégage des odeurs d'alcool, ce qui gênait certains, ce qui mettait mal à l'aise beaucoup. Mais on lui faisait ce reproche-là pour qu'il puisse changer. Mais, et vous allez le remarquer, cela aura des répercussions sur l'avenir, bientôt, qu'on va évoquer tout à l'heure, de M. Bokar Yapi. Lui, il progresse normalement dans l'armée. Et il faut savoir que fin de cette période, fin des années 90, il est sergent-chef. Mais il ne va pas passer assez de temps dans la FIRPAC en Côte d'Ivoire parce que en 98 est créée ce qu'on appelle la MUNICA. La MUNICA, c'est une mission onusienne qui va donc déléguer l'association de plusieurs pays pour soutenir un autre pays. Mais ici, la MUNICA particulièrement vise, comme le nom l'indique, la Centrafrique afin de redresser ce pays et organiser les élections futures pour sortir ce pays-là de la crise dans laquelle celui-ci se trouve dans les années 90. Il va faire partie de cette délégation envoyée en Centrafrique. Il va donc en Centrafrique et c'est là-bas qu'il va rencontrer de nombreux Ivoiriens qui très bientôt vont participer à un événement avec lui. Il va rencontrer la Grenade, Diagao, plein d'autres soldats ivoiriens qui vont s'illustrer en 1999. Mais ils sont encore en Centrafrique pour l'instant. Il faut savoir qu'en Centrafrique, il y avait vraiment un conflit profond qu'il fallait régler. Mais lorsqu'il arrive là-bas, il est par la suite cité dans un rapport qui est fait parmi les soldats qui ont contribué à l'avancée de les actions sur le sol centrafricain. En fait, il a participé à certains actes peu louables. Il a commis des exactions en Centrafrique. Il est directement ciblé non seulement par l'ONU, mais également par l'État de Côte d'Ivoire. Il va rentrer en Côte d'Ivoire avec la délégation de ces soldats-là qui seront renvoyés. Parce qu'il faut savoir que la MUNICA, qui est une formation de plusieurs pays militairement, pour soutenir un autre, met en place un mouvement de transition, d'échange. Donc, le même pays qui envoie une délégation va remplacer sa délégation, ainsi de suite. Donc, la délégation du jeune Bokar Yapi revient en Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils reviennent en Côte d'Ivoire, ils ont généralement un mois de permission où ils sont un peu libres pour se ressourcer et autres. Bokar Yapi, quant à lui, sera suspendu pendant 3 mois, temporairement, parce que par la suite, il sera radié de l'armée et son salaire sera confisqué, suspendu. Bref, à partir de cet instant, Bokar Yapi n'est plus officiellement soldat ivoirien. Et ce, à cause de tous ces événements qui se sont réalisés en Centrafrique. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que le jeune soldat au chômage va se voir aidé par ceux avec qui il a participé à la MUNICA en Centrafrique. Il faut savoir que les noms préalablement cités, Diagao, la Grenade et autres, prévoyaient avec Ibrahim Koulibaly, dont on a largement parlé ici sur cette chaîne, un coup pour pouvoir renverser le pouvoir en place. Et ils vont appeler Bokar Yapi. Parce que le sergent-chef Bokar Yapi est compétent et réputé pour cette compétence-là. L'objectif, c'est de réaliser un coup d'État. Il faut savoir que le jour J, le 24 décembre 1999, à 23h30, Diagao, Bokar Yapi
Touré Issa et la Grenade, réunis initialement à Djamé Bracodi chez Diagao, vont embarquer dans un taxi pour aller sur le terrain, dans l'optique de réaliser le coup d'État. Ils vont donc arriver sur les lieux, chacun se positionner dans son secteur. Mais ils se rendent compte que la majorité des soldats avec lesquels ils ont planifié le plan ont déserté. Ils ont quitté les lieux pour certains, et pour d'autres, ils ne veulent plus participer à ce coup d'État. C'est ainsi que, jeter un coup d'œil un peu partout, on se rend compte que dans la zone de Boka-Yapi, il n'y a plus de soldats, si ce n'est lui seul. C'est Boka-Yapi qui est déterminé, avec les autres qui ont embarqué avec lui dans le taxi, à réaliser ce coup d'État. De son côté, Ibrahim Koulibaly se préparait. Lui, il porte une tenue de pompier, mais chacun dans son secteur en train de préparer le coup. Boka-Yapi et les autres vont donc planifier un autre coup. Ils vont appeler Yeo Terina pour lui dire qu'ils arrivent à la poudrière d'Akwedo avec l'armement. Parce qu'il faut le savoir, le coup il était déjà planifié et il ne manquait plus que les personnes pour réaliser ce coup-là. Ils vont donc transporter les armes, Kalachnikov, etc. et se rendre effectivement au camp militaire d'Akwedo. Ils vont même dissuader toutes les personnes qui ont été informées qu'un certain mouvement se préparait. Ils vont faire croire qu'ils ont derrière eux une centaine de soldats qui sont prêts pour réaliser le mouvement, alors qu'ils n'étaient même plus nombreux, car nombreux d'entre eux avaient désisté déjà. Mais par la suite, les soldats vont rentrer dans les rangs et suivre le mouvement, ce qui va permettre par la suite la matérialisation de ce mouvement. Et pendant qu'ils réalisent le coup d'État, il faut savoir que le sergent Boka-Yapi est celui-là qui sera chargé de veiller sur la zone de Yopougon. Mais avant d'arriver à la protection de Yopougon, qui sera par la suite prise par les militaires, il y avait également une négociation qui devait se faire à deux niveaux, au niveau du président de la République et également du Premier ministre. Mais naturellement, avant d'arriver au niveau du président de la République, il faut d'abord et avant tout rentrer en contact avec le Premier ministre. Et c'est Boka-Yapi, avec d'autres soldats, qui vont se rendre à la primature, négocier avec le Premier ministre d'antan, M. Daniel Kablan Duncan. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, il a 9 propositions, 9 requêtes qu'il impose au Premier ministre. Le Premier ministre, sachant bien évidemment qu'il n'est pas dans une position de force, va naturellement accepter et dit qu'il attend le mot d'ordre du président pour réaliser ce qui est demandé. Toutes les suggestions tournaient en réalité autour de l'amélioration des conditions de vie des soldats et également la prise en compte de certains soldats qui ont été radiés de l'armée, qui ne méritaient pas de lettres et consorts. Tout tournait autour des soldats. C'est par la suite une négociation qui se tiendra entre Ibrahim Koulibaly et le président Henri Konan Bédié qui est à Daokro. On en a déjà parlé sur cette chaîne avec la vidéo sur l'histoire du coup d'État de 1999. Il y aura donc tout ce méli-mélo et finalement, ils réussiront le coup. C'est ainsi que Boka-Yapi et ses soldats vont prendre la commune de Yopougon, fermer Jesco, qui est bien évidemment la sortie ou l'entrée principale dans Abidjan, et attendre l'arrivée du général Robert Gueye. Ils vont donc aller chercher le général Robert Gueye et par la suite, ils vont faire escale en face de l'hôtel Ivoire pour une discussion, où également Boka-Yapi sera. Ils vont donc planifier tout ce qu'il a dit, la version qu'il doit sortir et qu'on sort, avant d'aller devant la télé qu'il a lui-même recommandé et imposé, Nostalgie, la RTI et qu'on sort, où il fait cette déclaration. Et vous pouvez voir également derrière lui le sergent-chef Boka-Yapi. Depuis 48 heures, j'étais dans la Côte d'Ivoire profonde et plus précisément dans mon village natal. Et c'est de là que les jeunes frères d'armes m'ont fait appel pour être d'abord leur porte-parole. Depuis hier, ils sont dans les rues, comme un peu en 1990. Ils ont présenté un certain nombre de doléances, parmi lesquelles il y a les points qui concernent la restauration de leurs unités, c'est-à-dire les équipements militaires, les problèmes purement militaires. Le coup d'État désormais réalisé, ils vont donc se partager les charges et les tâches. C'est ainsi que Boka-Yapi va mettre en place les brigades rouges. D'aucuns diraient la brigade rouge, mais c'est en réalité les brigades rouges qu'on dit, parce qu'il y avait plusieurs sections à l'intérieur. C'est lui qui met en place les brigades rouges, où il est le chef en réalité. C'est Jean-Chef simplement. Et au-delà de cela, c'est un bras droit. C'est un proche, véritable proche du général Robert Gueye. Parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de l'armée à l'époque, il y avait une division. C'était beaucoup l'ethnicité, où certains se revendiquaient comme faisant partie d'une famille parce qu'ils proviennent du nord, ou d'autres de l'ouest, de l'est, du sud. Et le général Robert Gueye voyait en Boka-Yapi
qui vient naturellement du sud de la Côte d'Ivoire, une personne qui ne va pas facilement s'allier avec la majorité, ou du moins ceux-là qui étaient devant, qui provenaient généralement du nord. C'est ici qu'il va faire une confiance particulière et on pourrait même dire totale au sergent-chef Boka-Yapi, qui lui va mettre en place les brigades rouges. Il y avait beaucoup d'éléments comme ça, la Comora, Cosa Nostra et consorts qui seront mis en place. Et les choses vont continuer. Mais il y avait un bras de fer entre le général et M. Ibrahim Koulibaly. On en a parlé déjà sur cette chaîne. Et à cause de ce bras de fer qu'il y a en haut, il y aura un conflit en bas entre Ibrahim Koulibaly et Boka-Yapi. Un conflit d'intérêts en termes de leadership. Il faut savoir qu'il y avait en réalité un débat au niveau de celui-là qui allait donner les ordres, qui allait diriger les troupes lorsqu'ils étaient ensemble. Et Boka-Yapi voulait s'imposer, de même qu'Ibrahim Koulibaly. Il y aura donc dans ce conflit d'intérêts et de leadership un affrontement à main nue entre Boka-Yapi et Ibrahim Koulibaly au camp d'Akwedo, qui va finir par avoir des séquelles incroyables sur les deux visages. Chacun blessé, même Boka-Yapi perd le combat, où il subit de véritables dégâts. Certains vont jusqu'à dire qu'il avait la mâchoire endommagée. Boka-Yapi va donc aller à l'hôpital et revenir. Mais cet élément va aussi sonner la révolte au niveau de l'esprit du chef d'État. Désormais président, le général Robert Guéhi va donc décider de se séparer effectivement de Ibrahim Koulibaly et son groupe, parce qu'il était le leader charismatique de tout un groupe. Ils vont donc passer à autre chose et envoyer M. Ibrahim Koulibaly au Canada. Mais lorsqu'il fait ce geste, il se prépare également à un changement profond. Dans ce sens qu'il va sélectionner M. Boka-Yapi, qui deviendra désormais son bras droit. Bras droit qui va tout faire et à qui il va demander de recruter les zinzins et les baillefouets, qui en réalité sont des soldats qui n'ont pas été appelés dans l'armée et qui vont finalement se faire former à Akadje, où ils vont revenir et intégrer la garde présidentielle, qui sera en réalité dirigée d'une main sereine par Boka-Yapi. Il y aura une proposition qui sera faite à Boka-Yapi, qui est celle d'intégrer le conseil du CNSP. Mais Boka-Yapi, à cause de son trop grand accrochage à l'alcool, son trop grand rapport à l'alcool, les réunions lui seront refusées jusqu'à ce qu'il soit chassé effectivement du conseil du CNP pour se retrouver finalement à cette simple fonction de chef des brigades rouges. Il faut savoir qu'à cette période-là, il y a eu beaucoup d'événements. Et les exactions se matérialisaient chaque semaine à cause de l'équipe de M. Boka-Yapi qui touchait vraiment la population, qui violait dans une certaine mesure la population, on pourrait le dire ici. Parce qu'il y avait par exemple un événement comme celui-là, où le média, la référence, qui est réputé pour être très proche du RDR, le parti politique de M. Alassane Ouattara à l'époque, va sortir une publication dénonçant ainsi les dépenses exagérées de la première dame d'antan, Madame Doudou Guéhi, l'épouse du général Robert Guéhi, qui se permettait certains luxes. C'est en ce sens qu'il y aura une descente de l'armée, la section dirigée par Boka-Yapi, qui va aller au siège de la référence pour récupérer le directeur et quelques journalistes qui vont être envoyés à la primature ou siéger à l'époque. M. Robert Guéhi, président de la transition, président de Côte d'Ivoire, et seront vraiment molestés, bastonnés et ils vont même rendre témoignage relativement à ces événements-là. Il y avait aussi une autre situation où pendant un procès, un civil qui se sent injustement défavorisé par la justice ivoirienne va faire appel à ces soldats-là qui vont rentrer au palais de justice et tenter de molester le magistrat. Ça sera une scène choquante qui va surprendre le monde entier. L'armée est en train de faire des choses que les Ivoiriens n'avaient jamais vécues. Les événements vont donc continuer et M. Boka-Yapi est le chef de la garde présidentielle. Pas la garde républicaine, mais la garde présidentielle. Mais il est aussi un soldat serein en qui tout le monde voit, on va dire, un divin militaire parce qu'il fait vraiment peur. Et il y aura un événement qui va consacrer cette peur que les gens avaient en lui. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2001, il y aura une tentative d'assassinat contre le président Robert Guéhi, qui va porter le nom par la suite du complot du cheval blanc, parce que le cheval du président de la République a reçu une balle. Le cheval est mort, le cheval préféré du président d'ailleurs. Ils vont donc récupérer des indices sur les lieux et mener une enquête, selon eux, qui va leur conduire vers certains responsables de cette tentative d'assassinat ou des très proches de M. Ibrahim Koulibaly qui a été envoyé stratégiquement au Canada seront récupérés. On parle ici de M. Thio Fosier et consorts. Ils vont donc être envoyés au camp d'Akwedo où ils vont subir de véritables dégâts parce qu'ils seront vraiment maltraités physiquement, moralement, psychologiquement. Ils seront atteints à tous les niveaux et les séquelles étaient nombreusement visibles
au sortir de ce moment-là. Certains ont perdu la dent, d'autres ont reçu des marques sur le dos et la grenade va perdre la vie. Ce qui va marquer à jamais tous ses amis, ses compagnons d'armes. Ibrahim Coulibaly, depuis le Canada, va même rouspéter et rentrer en conflit direct avec le général Robert Guéhi. Ce qui va conduire à une séparation effective et un bras de fer clair. Mais ça ne va pas empêcher le général Robert Guéhi d'aller aux élections. Parce qu'en octobre 2000, le 22 de ce mois-là, il y aura l'élection présidentielle qui se tiendra. Le président compte également sur ses soldats, dont Boka Yapi est la pièce angulaire. Les conditions étaient donc réunies, on va à la campagne, tout se réalise et par la suite on va aux élections. Les élections sont faites dans une tranquillité apparente où les Ivoiriens vont voter comme bon leur semble. Après les votes, il y a désormais la proclamation des résultats qui doivent être faites par M. Honoré Guillet, président de la Commission nationale électorale, la CNE. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas la CEI à l'époque, c'est la CNE. Et on en a largement et profondément parlé sur cette chaîne lorsqu'on a évoqué l'histoire de la CEI. Il y a une première vague de résultats qui est donnée le 23 décembre, donc le lendemain, après le vote du 22. Les résultats donnés, c'est M. Robert Guéhi qui prend les devants. Mais dans la continuité, on voit M. Laurent Gbagbo qui prend les devants. Il y aura pendant la proclamation des résultats, où désormais M. Laurent Gbagbo est en train de gagner l'élection, la prise rapide d'assaut du siège de la CNE. Il faut savoir que la CNE siégeait à l'époque au Conseil économique et social. Et c'est ainsi que les soldats, dirigés par M. Boka Yapi, vont pénétrer le siège, pénétrer la salle et mettre la main sur M. Honoré Guillet et ses vice-présidents. Ils vont donc les conduire dans une salle, d'aucuns diraient un sous-sol, où il y aura une discussion, mais par la suite seront molestés. L'objectif était de les renvoyer devant le président, le général Robert Guéhi, afin qu'ils puissent discuter et trouver un arrangement qui serait bénéfique au président de la République. Malheureusement pour eux, M. Honoré Guillet n'est pas d'accord et ne voit pas les choses sous cet angle-là. Ils vont donc passer une nouvelle étape où le président par ordonnance va dissoudre la CNE et mettre en place une nouvelle organisation censée proclamer les résultats, qui est le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est ainsi que M. Bamba Cheikh Daniel va prononcer ces éléments-là. CNE dissoute et M. Robert Guéhi vainqueur. Dans la foulée, M. Robert Guéhi va proclamer cela aux Ivoiriens. Il est le vainqueur. Il est désormais le président de la République de Côte d'Ivoire, le tout premier président de la Seconde République. C'est ainsi que M. Laurent Gbagbo fait également de son côté une déclaration par la suite devant les médias où il demande à ses partisans de sortir dans les rues. À partir de cet instant, M. Boka Yapi va entrer en scène et il aura un véritable bras de fer qui va dégénérer et le nombre de morts ne sera pas connu du grand monde. Mais il y a eu de nombreux morts. Tout commence en réalité le 24 octobre quand Laurent Gbagbo a sorti déjà sa déclaration et ses partisans sont dans les rues. Alors qu'ils sortent dans la rue, il y a deux cibles primordiales, la présidence de la République et la télévision nationale. Ils vont donc se diriger vers les deux cibles. Et alors qu'ils vont en groupe vers ces deux cibles, il y aura de l'armée dirigée par M. Boka Yapi qui va rapidement croiser les partisans de M. Laurent Gbagbo qui allaient vers la RTI pour empêcher ceux-ci de rentrer et de prendre la télévision nationale. Au niveau de la présidence, ils vont se préparer en attente pour pouvoir prendre d'assaut tous ces partisans qui viendront dans l'optique d'envahir la présidence de la République. M. Boka Yapi et ses soldats vont se retrouver ensemble à la télévision nationale, où les partisans de M. Laurent Gbagbo vont utiliser leur corps pour faire barrage. Ils vont donc se coucher sur le sol, empêcher, vaille que vaille, l'armée de prendre de force la télévision nationale de leur côté. Il y a donc un bras de fer, d'un côté l'armée de M. Boka Yapi et de l'autre les partisans de M. Laurent Gbagbo. Alors que ces partisans sont couchés au sol, les soldats vont s'arrêter. Mais M. Boka Yapi va récupérer un chat et passer en force, broyer de nombreuses vies au passage et réussit à prendre la télévision nationale. On va le retrouver encore dans une autre scène affreuse où il est au niveau des deux ponts pour empêcher la progression des partisans de M. Laurent Gbagbo vers la présidence. Ils vont donc se poster à la sortie des deux ponts et demander à ce que les partisans de M. Laurent Gbagbo puissent rebrousser chemin. Ceux-ci n'étant pas prêts, ils vont donc encercler ces partisans-là et dire qu'ils n'ont plus le choix. Soit ils se jettent à l'eau, donc dans la lagune, soit ils restent sur le pont et ils finiront mitraillés. C'est ainsi qu'il y aura de nombreuses personnes effrayées, surprises, qui vont se jeter à l'eau et d'autres qui vont rester sur le pont, qui seront mitraillés. Il y aura la catastrophe. Dans la foulée, alors que les événements deviennent de plus en plus compliqués et ne sont plus sous la maîtrise de l'armée ivoirienne, le général Robert Guéhi va donc appeler l'armée et M. Boka Yapi afin qu'ils puissent lâcher prise. C'est ainsi que M. Boka Yapi va demander à ses soldats de laisser toutes les prises et toutes leurs positions se replier à la présidence auprès
de M. Robert Guéry, qui va tenir son dernier discours. Il faut savoir que Bokaya Pi, qui est devenu lieutenant à cette époque-là, qui n'était plus sergent-chef d'ailleurs, va être escorté par ses soldats, dont un certain Moses, qui vont lui permettre de quitter Abidjan et par la suite, il quittera la Côte d'Ivoire. C'est quelques temps plus tard qu'on le retrouvera à Lomé, au Togo. C'est une nouvelle vie qui commence pour M. Bokaya Pi. Arrivé au Togo, il sera par la suite rejoint par sa compagne, Edith, avec laquelle il va décider de mener une nouvelle vie. Il va même acheter une Toyota de couleur blanche qu'il va utiliser en guise de taxi. Toutes les sources concordent pour dire que le soldat est devenu un taximan à cette période-là. Il va aussi ouvrir un bar, mais le bar qu'il ouvre est dirigé par une certaine Agnès, qui en réalité est l'une de ses copines avec qui il a eu une aventure à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à cause de qui, tout porte à croire, s'est retrouvé au Togo avec elle. Il est désormais au Togo pour une nouvelle vie. Mais les choses vont tourner mal parce que ces deux épouses n'arrivent pas à vivre ensemble, ne peuvent pas vivre ensemble. Et Agnès va le dénoncer auprès de la gendarmerie, qui va donc le convoquer. Et c'est grâce à l'un des amis, des contacts que lui, Bokaya Pi, avait dans l'armée togolaise, qu'il va anticiper le coup. Mais il va se rendre quand même à la gendarmerie où il va discuter et il va prendre conscience du fait que les soldats veulent en réalité le livrer à la Côte d'Ivoire. Mais à cette période-là, son ami lui avait également conseillé l'idée de quitter le Togo, ce qu'il va par la suite faire. Il est convoqué le 31 décembre 2000 et il va par la suite, avec le conseil de son ami togolo-béninois, quitter le Togo et se rendre par la suite au Bénin. Bénin, il va se rendre après le 4 janvier où sa compagne Edith quitte le Togo pour Abidjan. Ainsi, Bokaya Pi se retrouve désormais au Bénin. Là-bas, il sera hébergé par Ebo Philippe, qui était le cousin de son ami togolo-béninois qui l'a conseillé de quitter le Togo. Son ami et son cousin avaient également un cousin colonel dans l'armée béninoise qui va proposer, suggérer, promettre à Bokaya Pi de faire de lui un exilé politique ivoirien vivant au Bénin. Sa compagne Edith va donc le rejoindre par la suite le 2 mars 2001 à Cotonou au Bénin et elle va rentrer en juin 2001 en Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que pendant ce temps en Côte d'Ivoire, il y a la tentative de coup d'État qui surviendra le 19 septembre 2002. Et Bokaya Pi va suggérer son soutien, son aide à l'armée ivoirienne. Il va contacter la présidence de Côte d'Ivoire pour proposer son soutien. Mais cela sera réfuté, rejeté. Il y aura même un message qui sera passé en boucle à la télévision nationale pour faire comprendre à tout le monde que Bokaya Pi veut revenir aider la Côte d'Ivoire. C'est par la suite, en 2003, en avril 2003, que M. Bokaya Pi, souffrant de fatigue générale, selon la version, l'information officielle, va perdre la vie. Voici donc l'histoire de M. Bokaya Pi. D'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a progressé dans l'armée ivoirienne et pourquoi est-ce qu'il était tant redouté. Chacun de vous est désormais à même de se faire une conclusion, une idée, lorsqu'on évoquera le nom Bokaya Pi et tout son corollaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo et avant de la quitter, de lâcher un pouce, liker cette vidéo et on se dit à mercredi parce que désormais on sort 2 vidéos par semaine, une le mercredi à 17h00 et une le dimanche à 18h00 et toutes les 2 vidéos à des heures GMT. Alors, à très bientôt pour la prochaine vidéo où on parlera de Diarasuba Ouma dit Zaga Zaga.